Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler donc des ceintures de la pédagogie institutionnelle et ces ceintures, elles doivent évidemment au judo. Pour cette intervention, j'ai d'abord été regarder comment Fernand Houry présente cette affaire, comment il parle des ceintures, comment l'idée lui est venue. Et donc, à travers le premier ouvrage 67, Vers une pédagogie institutionnelle, on peut lire par exemple, donc page 76-77, d'abord un diagnostic qui fait de la situation de l'école et de la façon dont on y enseigne. Donc il dit la chose suivante: proposer des activités scolaires adaptées aux possibilités intellectuelles et au niveau scolaire réel de chaque enfant est une condition nécessaire à tout enseignement. L'arrêté du 18 janvier 1887 groupe les enfants par classe, par âge et par cours. Donc là, il fait référence au fait que la puissance publique a choisi donc l'enseignement simultané et donc a mis de côté l'enseignement mutuel. Donc il poursuit: en accord avec la théorie pédagogique de l'époque, il semble tout à fait rationnel de fournir à chaque instituteur un auditoire homogène capable d'exécuter des tâches uniformes. Et le maître s'adresse à la moyenne de la classe, aux enfants dits normaux. L'enfant différent risque d'être appelé et de devenir anormal. Donc, il y a un premier diagnostic qui est lié donc à la structure de l'enseignement et au choix de la forme scolaire, comme l'appellent les collègues qui travaillent sur ces questions, au choix de la forme scolaire qu'on appelle aujourd'hui, disons, traditionnelle. Alors, Houry, on pourrait penser qu'il serait dans la continuité, que les ceintures seraient dans la continuité de Freinet. Chez Freinet, il y avait les brevets, qui effectivement évaluaient aussi un certain nombre de compétences acquises pour réaliser des activités, des tâches, voire valider des apprentissages scolaires. Mais en fait, la référence que Houry cite davantage, c'est celle de Claparède. Et il dit l'école sur mesure, il utilise ce terme d'école sur mesure, donc référence directe à Claparède, est souhaitée depuis 1920. Il cite Claparède en note. Et ça revient souvent dans beaucoup de ses publications sur les ceintures, donc cette idée d'école sur mesure l'avait séduit. Mais pourquoi la validité d'une organisation dans laquelle le maître s'adresse à la moyenne n'a-t-elle pas été plus contestée? Alors, il parle du travail individualisé, solution parfaite sur le plan théorique, a peut-être monopolisé l'attention des chercheurs, mais il dit on en connaît les limites. Importance du matériel, temps de préparation. L'individualisation suppose aussi que chaque enfant a le désir et la volonté de progresser. N'est-ce pas parfois supposer le problème résolu? Et il dit aussi, c'était une grande préoccupation chez lui, en individualisant, j'émiette, je pulvérise ce groupe classe dont je comptais utiliser le dynamisme pour ranimer certains désengagés. Vais-je renoncer aux activités collectives? Donc il dit, réponse, nous acceptons l'hétérogénéité des enfants. À la notion d'école égale pour tous qui prévalait au siècle dernier, nous substituons celle d'école sur mesure pour tous. Excusez-moi. Et donc là, page 78, il commence à évoquer les ceintures et il dit « Nous déterminons 6 niveaux dans chacune des 4 matières, lecture, écriture, orthographe, problème. À chaque niveau est attribuée une couleur. Le système est directement inspiré du judo. » Alors Fernand Houry faisait du judo, donc on peut penser effectivement qu'il a transposé les pratiques des ceintures et des couleurs du judo tel qu'il a été introduit en France. Alors vous savez certainement aussi qu'au Japon, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de ceinture de couleur. Quand Jigoro Kano a introduit le judo en France, sans doute parce que ça répondait à des préoccupations ou à la culture occidentale ou française, ou le fait de rendre visible un petit peu les progrès, les couleurs ont été introduites. Mais en fait, au Japon, il n'y a que la ceinture noire, il n'y a pas de ceinture de couleur. Je fais juste cette précision, même si je pense qu'elle est connue, mais
Bon, de fait, Oury, lui, il ne s'est pas embarrassé de tous ces détails-là, mais il a effectivement repris ses couleurs. Et donc, en gros, blanc correspond à maternelle et puis marron correspond au cours moyen. Bon, sachant après qu'au milieu de ces couleurs, dans les nuances, il peut y avoir effectivement du vert clair, du vert foncé, voilà. On a varié après dans la mise en œuvre des ceintures, je dirais la progressivité, on a pensé la progressivité. Alors, il nous dit déjà, chaque élève avec ses ceintures sait où il en est puisqu'il connaît ses couleurs inscrites sur un tableau. Et à l'anxiété liée au sentiment d'une infériorité globale irréversible et essentielle, accentuée par la pratique des tests, se trouve largement atténué. Donc ce sentiment d'infériorité, d'anxiété se trouve atténué. On n'est plus un retardé, mais un retardé en. Alors c'est des mots de l'époque aussi. Hein. Donc un élève qui a des difficultés ou qui a des soucis scolaires dans telle ou telle matière. Ainsi, l'élève vert en problème pourra travailler avec les jaunes en écriture et avec les marrons en lecture. Le même élève peut appartenir à 4 classes de niveaux différents. Il lui est facile de changer de classe. Il suffit de réussir les épreuves correspondant et son succès est salué par l'ensemble du groupe. Ça, c'est important. Le caractère mouvant, la complexité de la classe ainsi organisée effraie le visiteur qui examine le tableau des couleurs. Les enfants directement concernés savent où ils en sont. Ils sont rassurés, c'est l'essentiel. Donc voilà quelques extraits de la façon dont il présente les ceintures dans Vers une pédagogie institutionnelle. Il y revient quelques années plus tard, 1971, dans De la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle. Et dans ce deuxième ouvrage, donc, j'ai repéré un petit passage où il explique que ces ceintures, alors il évoquait tout à l'heure la question de l'organisation de la forme scolaire, hein, avec le passage donc de l'enseignement mutuel à l'enseignement simultané, et là il dit effectivement que les ceintures, il va plus loin dans le diagnostic en disant qu'elles sont un rempart contre l'étiquetage, la méritocratie et la sélection des élites. Donc pour lui, mettre en place effectivement un tel outil, c'est lutter contre, on dirait, les inégalités de réussite scolaire. Donc il dit la chose suivante, à nous de trouver des organisations telles que chaque enfant puisse travailler, réussir, donc progresser, sans pour autant renoncer aux travaux collectifs qui assurent la cohésion et le dynamisme du groupe classe et font de la coopérative une réalité génératrice d'engagement personnel. Le système qui permet à des judokas de niveaux différents de travailler ensemble sur un même tatami, dans l'ordre et en sécurité, s'est révélé utilisable en classe. Il suffit de définir et de faire connaître le niveau atteint par chaque participant à un moment donné. La couleur de la ceinture signale le niveau et détermine le statut de chacun. Les judokas demandent à passer l'examen et à changer de couleur quand ils se sentent prêts. Ainsi évite-t-on de fixer ce qu'il s'agit de faire progresser. Ça, c'est encore très important, hein, la même idée que tout à l'heure, l'idée effectivement que la ceinture, elle donne un état des lieux des acquis d'un enfant à un moment donné, d'un élève à un moment donné, mais l'objectif, c'est de faire progresser, non pas d'étiqueter, de maintenir dans l'état tel qu'il est. C'est une photographie à un instant T des acquisitions d'un élève. Alors, un peu plus tard, je me permets aussi de montrer cet ouvrage de René Lafitte, Une journée dans une classe coopérative. Lafitte reviendra aussi dans une dizaine de pages de cet ouvrage sur la question des ceintures. J'avais sélectionné un petit passage qui me semblait apporter des choses un petit peu différentes ou qui évoquait aussi le judo. Donc c'est page 70, le judoka japonais s'entraîne pendant des mois et des années, régulièrement, puis un jour passe la ceinture noire. En France, il a fallu inventer autre chose, des ceintures de couleur, c'est ce que je vous disais. Il est plus facile et tentant d'essayer d'atteindre le niveau au-dessus accessible que de faire des progrès encore et toujours. Autre avantage, à chaque couleur correspond un certain statut. On revient à l'idée de statut. On ne travaille pas de la même façon avec un débutant qu'avec une ceinture marron, qui sait tomber. Enseignement sur mesure, référence à Claparède,
mais aussi et surtout des judokas de niveaux différents travaillent ensemble sur le même tatami, sans risque d'accident. C'est cette possibilité qui a incité Fernand Houry, instituteur et judoka, à transposer les couleurs de judo dans la classe coopérative, institutionnelle. Les ceintures de couleurs sont une institution. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu voilà, les origines de l'arrivée des ceintures à travers les premiers ouvrages et les ouvrages qu'on poursuivi, qu'on continué à présenter la pédagogie institutionnelle. Alors, si on veut résumer un petit peu quels sont les principes qui régissent les ceintures, on peut dire qu'il y en a 4. Enfin, moi, j'en ai identifié 4. Le premier, c'est de dire qu'à chaque couleur correspond à un niveau scolaire. Donc, on part de blanc, parfois même rose en maternelle, grande section. Donc, blanc début CP, jaune mi-CP, orange fin CP, vert CE1, bleu CE2, marron CM. Bon, encore une fois, avec des possibilités de nuances, si on veut graduer un petit peu davantage la progressivité, parce que l'enjeu, c'est effectivement que les élèves se voient progresser. Le deuxième principe, c'est on n'inscrit que les réussites, pas les échecs. Voilà. Et ça, on pourrait dire que c'est presque, encore une fois, pour peut-être paraphraser Claparède, une révolution copernicienne dans la façon dont on conçoit les apprentissages. Inscrire que les réussites, pas les échecs. Bon, depuis, ça a été évidemment plus travaillé. Je pense notamment au courant américain du comportementalisme. Mais je veux dire, mettre en évidence, Skinner, voilà, le behaviorisme, mais mettre en évidence les réussites, pas les échecs. Avant le behaviorisme, je dirais que le courant de l'éducation nouvelle y avait aussi pensé. Alors, troisième élément, donc la question des examens. Donc, on évalue effectivement les disciplines scolaires, lecture, écriture, orthographe, grammaire, conjugaison, les mathématiques, numération, problème, opération, l'imprimerie, le comportement. On reviendra tout à l'heure sur le comportement. Et donc, dès le début de l'année, les élèves passent des examens parce que pour l'enseignant, il est essentiel de connaître effectivement les niveaux des élèves, savoir à qui ils s'adressent. Ces résultats, les résultats de chaque élève, sont inscrits dans le dossier des ceintures, un dossier personnel, un livret, et aussi inscrits au mur, c'est-à-dire que toute la classe est informée des niveaux scolaires de chacun des élèves, question qui souvent fait débat. Mais ces niveaux sont visibles de tous. Alors, je reviendrai aussi un petit peu sur ce débat tout à l'heure. Donc, les examens peuvent se passer dans une classe, je dirais, organisée de façon ordinaire. On les passe en général à chaque trimestre, mais les élèves peuvent aussi demander à les passer quand ils se sont entraînés et estiment qu'ils sont en mesure de réussir l'examen. Donc, les élèves s'entraînent et passent les examens. Il va s'agir de progresser en cherchant chaque fois à réussir les épreuves, à atteindre le niveau supérieur, un niveau accessible. On peut dire là aussi, en référence à Vygotsky, qu'on travaille dans la zone proximale de développement. L'élève va retrouver les mêmes questions, celles auxquelles il a échoué, il va les retrouver et peu à peu, il se rend compte qu'il progresse. Donc ces niveaux sont repérables, repérés dans la classe, on peut effectivement se comparer, mais ce que dit Houry, c'est que comme ces niveaux sont modifiables, sont provisoires à chaque examen, l'objectif, ce n'est pas de se classer entre élèves, mais c'est de faire que chacun progresse, aider chacun à progresser. Donc, il dit, à force de comparer les élèves dans différentes situations, on pourrait penser que les élèves se comparent entre eux, forcément, ils vont regarder. Mais Houry dit, comme les comparaisons sont multiples et dans toute discipline, eh bien, elles perdent de leur nocivité. Voilà. Et puis, on les met aussi au service, on met les apprentissages, les niveaux de chaque élève au service de tous, puisque quand un élève a besoin d'être aidé par un autre, il va faire appel, il va regarder dans le tableau des ceintures qui peut l'aider selon son niveau dans telle ou telle discipline. Alors donc, les examens, troisième principe, la façon dont ça s'organise, et puis donc cette idée de niveau connu de tous, quatrième principe.
chacun sait où il en est et à qui il peut demander de l'aide. Personne ne se moque d'un élève en difficulté, puisqu'il y a aussi une loi dans la classe, une loi commune qui protège le groupe. Certes, les élèves font des comparaisons, c'est ce que je disais, mais ces comparaisons, comme elles sont multiples, comme elles sont permanentes, elles vont perdre de leur nocivité et on va même utiliser donc ces niveaux différents pour travailler sur des projets communs, le journal scolaire, la correspondance scolaire, des sorties enquêtes, tout projet proposé, mis en œuvre dans la classe. Et alors, ce que dit aussi la pédagogie institutionnelle, c'est que l'idée, c'est de dire que nul n'est mauvais en tout, mais chacun est différent. Donc, l'enjeu, c'est effectivement, pour le pédagogue, c'est d'arriver à valoriser ce que l'enfant sait faire dans un certain nombre de domaines, sans démagogie, mais en faisant en sorte que l'enfant se sente reconnu dans un certain nombre de ses compétences. Et il y a une idée de cercle vertueux. À partir du moment où, dans une discipline scolaire, un enfant est en réussite, eh bien, une des hypothèses, c'est que, évidemment, on va conforter l'estime de soi de cet enfant, et donc cette réussite dans une discipline est de nature aussi à lui permettre de ne pas se décourager dans les disciplines où il est le plus en difficulté, donc aussi de progresser. Et donc, Oury parle de groupes de niveau et qui apparaissent et qui varient donc selon les matières. Alors, les objectifs, j'ai dit 4 principes, il y a aussi 4 objectifs qu'on peut assigner à cet outil, aux ceintures. Donc, le premier, évaluer précisément les niveaux et compétences des élèves dans les matières scolaires, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, les comportements, en adéquation avec les instructions officielles. Deuxième principe, utiliser les résultats de l'évaluation pour différencier sa pédagogie, individualiser le travail d'entraînement pour que chacun travaille à son rythme et progresse. L'idée, c'est vraiment ça, chacun travaille à son rythme et progresse. Troisième objectif, permettre à l'enfant de se repérer dans ses acquis et dans ses manques et d'être informé aussi du chemin qu'il a à parcourir jusqu'au prochain examen, donc pour réussir et pour progresser. Et puis quatrième objectif, et pas des moindres, informer les parents des savoirs que l'école exige et du niveau où se trouve leur enfant et de leur faire connaître aussi les résultats de leurs enfants et les progrès que leurs enfants font. Voilà. Alors, peut-être maintenant, je voulais aborder aussi les ceintures de comportement qui sont souvent critiquées et mal comprises. J'évoquais justement tout à l'heure le comportementalisme et les travaux américains de Skinner autour du comportement, des comportements, et des rapports entre comportement et apprentissage. On a souvent parfois pensé que ces ceintures, effectivement, étaient une entreprise de formatage, de mise en forme des élèves à des comportements attendus. Ce n'est pas du tout la philosophie qui préside à cet outil. Elle ne s'inspire pas d'une vision comportementaliste de la personne qui chercherait donc à emprisonner l'élève dans un schéma de développement, à le programmer comme si l'individu était une machine, comme un ordinateur ou une machine dans laquelle on rentre des données. Et il ne s'agit pas non plus, disent les praticiens de la pédagogie institutionnelle, de s'occuper de la personnalité de l'enfant, de faire de la psychologie. Il s'agit seulement de matérialiser la position provisoire de chacun par rapport aux exigences des programmes officiels et de la mini-société coopérative. Donc voilà, ces ceintures, elles donnent un statut et elles disent plus que de représenter la somme des compétences que les élèves doivent acquérir. Elles disent un degré de maîtrise, un degré plus que niveau, je dirais un degré de maîtrise. C'est-à-dire quand on s'adresse à un orange en lecture, on sait qu'il n'est pas blanc ou jaune. Ça veut dire qu'effectivement, on ne va pas forcément dans la ceinture retrouver l'ensemble des compétences. Ce n'est pas un référentiel de compétences, l'ensemble des compétences qu'un élève devrait acquérir, mais on aura identifié un certain nombre de compétences emblématiques d'un degré de maîtrise. Et donc,
c'est la philosophie qui préside aux ceintures. Alors, c'est vrai que quand on les pratique, on oscille souvent entre cette idée de degré de maîtrise et puis cette idée aussi parfois de référentiel de compétences, de somme de compétences à acquérir. On est parfois un peu tiraillé entre ces deux exigences-là. Ça renverrait effectivement à tout un débat qui existe en sciences de l'éducation sur les compétences, leurs effets favorables, mais aussi leur nocivité, aussi, les problèmes qu'elles posent du point de vue éthique. On est aujourd'hui beaucoup, à tous les niveaux d'enseignement, dans une forme d'idéologie des compétences qui a été dénoncée par certains collègues. C'est-à-dire que la pédagogie institutionnelle et les techniques Freinet, d'une manière générale, y répondent en développant, à côté de cette identification des progrès des élèves, on préfère parler de progrès, d'identifier effectivement de développer plus exactement des projets communs, des projets coopératifs où plusieurs élèves apportent leur savoir et leurs acquis différents à la réalisation de travaux communs. Alors, les ceintures de comportement, ce qu'on peut dire à propos effectivement de cet outil, c'est que il y a une idée bien sûr, c'est que si tous les enfants sont égaux en dignité et en droit, ils sont tous différents de fait. C'est le cas pour les apprentissages scolaires, pour les acquis scolaires, mais c'est aussi le cas au niveau des comportements. Sans être surtout pas être dans une logique d'étiquetage ou de stigmatisation, mais il se trouve effectivement qu'il y a des élèves qui, dans la façon dont ils assument une responsabilité, dont même ils prennent en charge leur travail scolaire des fois, dont ils se comportent avec les autres, dans leur relation avec les autres, dont ils sont en mesure ou plus ou moins de respecter un certain nombre de règles communes, et bien tous n'en sont pas au même point. Ça, ce sont des constats de fait. Et donc, cette ceinture de comportement, elle permet justement de reconnaître à ceux qui ont des difficultés, eh bien, le droit d'être petit, entre guillemets, hein, sans que ce soit péjoratif, et la possibilité, le désir de grandir, parce que de même que dans les apprentissages scolaires, l'enjeu, c'est bien apprendre à vivre et à travailler avec les autres et à progresser aussi dans ces relations sociales. On parle aujourd'hui beaucoup de compétences socio-émotionnelles. Ce n'est pas le vocabulaire de la pédagogie institutionnelle, mais je dirais qu'avant cette terminologie-là, finalement, c'est sur ce registre-là que travaille la ceinture de comportement. Donc, on est dans une conquête progressive. Et ce qui est intéressant et ce qui justement peut-être fait la différence avec l'idéologie des compétences que j'évoquais tout à l'heure, c'est que à chaque niveau sont attachés des devoirs et des droits nouveaux. La ceinture de comportement, elle articule des exigences avec des droits. C'est une conquête d'autonomisation, d'autonomie progressive qui n'enferme pas l'enfant dans un étiquetage définitif, mais qui lui ouvre progressivement la possibilité de changer, de devenir responsable. Donc, on associe liberté et responsabilité à travers la ceinture de comportement. C'est l'idée que l'exercice des droits implique des devoirs. Par exemple, la circulation dans et hors de la classe est réglée par des codes précis, des règles de vie, et donc l'obtention d'une ceinture en comportement. Dans les classes coopératives, les droits et les devoirs des enfants sont définis en fonction de leurs besoins et de leurs possibilités à les exercer. Donc, c'est cette ceinture de comportement qui va permettre ce repérage, cette différenciation des besoins et des possibilités à exercer des droits. Donc, c'est toujours l'idée du tatami de judo. Hein, le maître de judo n'exige pas les mêmes attitudes d'une ceinture blanche ou d'une ceinture noire. Et c'est pareil dans la classe. Les exigences et donc les droits qui s'y rapportent sont adaptés à chacun. Donc, c'est toute l'originalité de cet outil, c'est cette adaptabilité, cette adaptation fine et évolutive en système ouvert. L'enfant qui grandit va acquérir progressivement de nouvelles possibilités d'exercer ses droits et en même temps, certaines attitudes deviennent inacceptables. Alors, je prends quelques exemples.
Un jaune en comportement peut s'entraîner à présider le quad 9, en même temps qu'il doit savoir respecter des interdictions. Un vert responsable de son travail peut l'organiser comme il veut. En revanche, il ne peut pas ne pas travailler. Dès la première ceinture, rose, le principe d'exigence s'allie à la reconnaissance et à l'exercice de quelques droits. Par exemple, un rose est très dépendant du maître dans ses déplacements, mais il aura la parole le premier au quad 9. Donc, vous voyez que c'est cette logique de ceinture de comportement est tout sauf une logique d'étiquetage qui figerait effectivement un élève dans une attitude à un moment donné. Et c'est donc une philosophie différente qui m'amène à développer le dernier point que je voulais développer devant vous, avec vous, cette idée du processus d'autorisation. Bon, ayant travaillé sur la question de l'autorité, il me semble que les ceintures, alors ce sont des outils qui donnent un statut à l'enfant, hein. On peut parler effectivement de processus d'institutionnalisation, mais moi j'ai travaillé ça plutôt du côté de l'autorisation. Alors, ce concept d'autorisation, d'abord, pour le rappeler, il renvoie effectivement aux travaux de Jacques Ardoineau. Il dit qui parle de processus d'autorisation, dit-il, capacité toujours en cours d'acquisition, conquise autant par le travail et les effets complexes de l'éducation qu'à travers l'expérience de la vie, de devenir soi-même son propre co-auteur. Donc, on peut dire que ce processus d'autorisation, c'est une capacité progressive et continue d'un sujet à accéder à l'autonomie sur sa propre vie et peut-être aussi dans ses relations avec les autres, certainement même. Et Ardoineau ajoute, donc, devenir soi-même son propre co-auteur, c'est-à-dire de décider, en connaissance de cause, des moyens dépendant effectivement de nous comme des principes qui gouvernent notre existence. Et il dit, c'est le sens profond de la forme réfléchie, s'autoriser. Voilà. Donc, ce concept d'autorisation, qui donc a été forgé dans les sciences de l'éducation, je trouve effectivement qu'il nous aide à éclairer un petit peu comment les ceintures, d'une manière générale, font exister l'élève comme sujet de son éducation. Dans la classe coopérative institutionnalisée, pour répondre à cette question, qu'est-ce qui fait exister l'élève comme sujet de son éducation? On peut dire que cette classe y apporte deux réponses. Tout d'abord, l'idée d'accueillir l'élève, de lui faire sa place, singulière parmi les autres, lui permettre d'exister tel qu'il est, comme il est, là où il en est de ses apprentissages didactiques et de ses comportements sociaux. On retrouve bien là les ceintures. Et deuxièmement, lui permettre d'accéder à cette position d'auteur de lui-même, que j'évoquais à l'instant, progressivement, par le contrôle collectif, par la confiance et la sécurité. Alors, permettre à l'élève d'exister comme sujet, c'est rendu possible, j'irai assez vite sur ces points-là, mais il y a des notions, des concepts importants, l'inscription, être dans des lieux, des temps, des espaces où le sujet sait qu'il va être reconnu, que sa parole sera entendue, que sa place lui est assurée, qu'il aura droit de citer. Bon. L'inscription. Ensuite, dans la classe coopérative institutionnalisée, il y a la prise de responsabilités diverses qui sont adaptées aux besoins du collectif, aux possibilités aussi de chaque élève, qui vont aussi participer de cette existence. Et puis donc, troisième élément, les ceintures, en particulier les ceintures de comportement, qui sont donc cet outil essentiel de reconnaissance des progrès et d'accession à cette position d'auteur de soi-même, responsable en conquête progressive d'autonomie, pourrait-on dire. Donc, la pédagogie institutionnelle va favoriser cette démarche complexe d'acquisition des rôles et des statuts qui passe par l'entraînement, par l'apprentissage différencié, par le contrôle et la validation des compétences, par le maître et par le collectif aussi. Donc, à travers ce principe des couleurs de judo. Donc, cette ceinture de comportement, elle est le témoin synthétique du statut que la classe reconnaît à chaque élève. Ses progrès sont inscrits, sa place lui est assurée. Et donc, on articule là des dimensions psychologiques avec des dimensions sociales. On évoquait tout à l'heure la dimension thérapeutique de surcroît. Moi, je dirais, avant de parler de thérapie de surcroît, on voit déjà que l'outil est pensé pour articuler
ces deux dimensions, psychologiques et sociales. Le sujet dans le collectif, le sujet et le collectif. Et donc, ces deux dimensions du psychologique et du social, elles sont constitutives de la relation d'autorité. Alors, 3 principes pour régir le fonctionnement des ceintures de comportement. Premier principe, l'élève doit demander son changement de statut au conseil, donc un acte d'autorisation qui passe donc par une parole. Là aussi, c'est très important. S'autoriser à demander son changement de statut. Deuxième principe, eh bien, c'est l'acquisition de compétences reconnues par la classe, validées par le maître dans l'action, qui va déterminer la modification du statut. Et enfin, troisième principe, les ceintures fonctionnent selon un principe de différenciation des compétences et des exigences. Elle se traduit de 3 manières, cette différenciation des compétences et des exigences, en termes de capacité d'exercice et d'articulation des droits et des devoirs, premièrement. Deuxièmement, en termes de vitesse et de sécurité d'acquisition. Et troisièmement, en termes de diversité des places possibles. Puisque au-delà des ceintures, il y a tout un tas de possibilités de prendre des responsabilités ou d'agir au sein de ces classes. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur la façon dont ces ceintures favorisent finalement un processus d'autorisation des sujets. Alors, je finirai par deux éléments. Notre collègue Chantal Costa, dans sa thèse, avait justement beaucoup travaillé sur l'outil ceinture en tant qu'outil permettant l'autorisation dans cet ouvrage. Donc, sa thèse a été reprise dans cet ouvrage, Devenir auteur de soi-même. C'était en lycée professionnel. Et donc, elle montrait, à travers cet outil qu'elle avait particulièrement investi, comment les élèves acquéraient cette position d'auteur d'eux-mêmes. Et puis, je citerai aussi, du côté de là, pour revenir aux apprentissages scolaires, tout le travail qui est réalisé depuis 20 ans par un groupe de l'ICEM 34, l'Institut coopératif de l'école moderne de l'Hérault, autour de Sylvain Connac, Pierre Ciotat et d'autres collègues, avec l'association PIDAPI. Un certain nombre d'enseignants connaissent cette association qui produit finalement des ceintures et des fichiers d'entraînement. Depuis une vingtaine d'années, c'est une association qui est florissante, qui marche très bien, qui produit, dont les enseignants donc, sont les producteurs des outils, hein, comme la CEL, la coopérative d'enseignement laïque de Fresnel, le faisait, et donc qui propose spécifiquement dans les différentes disciplines scolaires et à différents niveaux, ça va aussi au collège, il y a aussi des profs de collège et de lycée qui travaillent dans PIDAPI. C'est, je crois, plus d'une centaine de collègues qui travaillent dans cette association et qui donc proposent des ceintures dans toutes les disciplines. Vous pouvez retrouver leur site sans difficulté, ça s'écrit comme ça se prononce, PIDAPI. Voilà.